Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Alors ce soir nous allons discuter ensemble et découvrir ensemble la beauté de l'intelligence émotionnelle. On va apprendre à être intelligent sur le plan émotionnel. Donc je commence par me présenter. Je suis Asma Amdoni, une femme marocaine. Je suis actrice, comédienne, amatrice. Et en même temps, je suis docteur en médecine générale. Je travaille dans le secteur privé au sud du Maroc et plus précisément à Bouche-d'Or. Alors, pourquoi j'ai osé aborder ce sujet assez difficile, assez vague, assez profond et assez vrai? Tout simplement parce que j'ai consacré une partie de ma vie pour apprendre à vivre, pour découvrir la vie, pour découvrir qui suis-je, pour comprendre pourquoi je suis là, pourquoi je suis née, pourquoi je suis venue dans ce monde, ok? Alors j'ai eu le courage de m'aventurer, si vous voulez, et de m'investir dans cette découverte assez inévidente, si vous voulez, assez difficile, assez pénible. Je suis passée par des expériences assez bizarres, trop bien inattendues, imprévisibles. Et c'est ça qui a fait de moi une personne, la personne que je suis devenue. Ok. Maintenant, je pense que j'ai quelque chose à partager avec les gens qui en auront besoin. Comme par exemple, l'importance de l'intelligence émotionnelle. Alors, moi, j'ai déjà lu plusieurs livres par rapport à ça. Depuis mon jeune âge, j'ai eu cette habitude de lire, d'apprendre. Mais je vous promets que apprendre quelque chose d'une autre personne ou lire des livres qui sont bien faits, c'est pas suffisant pour découvrir quelque chose, ok? C'est bien, c'est toujours bien de lire, de faire de la lecture, d'apprendre, de côtoyer les gens qui ont un savoir, qui ont vécu des choses, ok? Mais je pense qu'il y aura toujours quelque chose à apprendre d'une façon prospective, d'une façon vraie, d'une façon individuelle et personnalisée. Ok? Alors, premier paramètre dans l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est apprendre finalement que tu es la seule personne responsable de tout ce qui t'arrive. Ça, c'est la première leçon de vie, de morale, tout ce que vous voulez. C'est la première leçon pour vivre et pour survivre et pour jouir de la vie. Enjoy living. Vous devez comprendre que vous êtes la seule personne responsable de tout ce qui vous arrive. Ok? Pourquoi? Parce que, ok, on ne peut pas changer le destin, on ne peut pas choisir nos parents, on ne peut pas choisir le continent, le pays où on existe, ok? Mais on peut très bien changer notre perception, notre façon de voir les choses et surtout la façon dont on va réagir face à n'importe quel événement de la vie, ok? Donc quand je dis que on est la seule personne responsable de tout ce qui nous arrive, croyez-moi, c'est vrai, c'est vrai et c'est une force parce que plus tu adoptes cette façon de voir les choses et ce mode de raisonnement, plus tu vas arrêter de faire la victime, plus tu vas arrêter de blâmer les gens, plus tu vas arrêter de responsabiliser d'autres personnes, ok? Et plus tu vas réduire ton niveau de dépendance. Parce que la dépendance, c'est inversement proportionnel à quoi? À l'intelligence émotionnelle. Le fait de parler, le fait de ne pas cesser de parler des autres, le fait de ne pas cesser de blâmer les autres, de faire des reproches, le fait de ne pas cesser de critiquer les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as développé, sans faire attention, une certaine dépendance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors là, je vais jeter un coup d'œil sur vos commentaires pour savoir s'ils sont en rapport avec ce que je suis en train de dire.
Bonsoir rédacteur, bonsoir. Prononciation formidable. Merci Sidi Saïd. Bonsoir Sidi Mohamed. Bonsoir Sidi Rachid. On ne peut pas perdre notre temps dans des fidélités. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Très bien. Alors je vais poursuivre mon analyse, ou plutôt un petit exposé, si vous voulez, de ce que j'ai appris très généreusement avec mes chers abonnés. Ce que j'ai appris, c'est que chacun de nous est fort. D'accord? Tant qu'on est vraiment certain et persuadé qu'on est fort, on l'est. Véritablement, on l'est. C'est-à-dire que pour développer une intelligence émotionnelle, on doit apprendre à devenir responsable. Hein. Je pense que c'est très beau d'être responsable. Ah, les futilités. Donc, je dois reprendre. Vous avez dit, on ne peut pas perdre notre temps dans les futilités. Écoutez, moi, je crois beaucoup à la relativité. Parce que peut-être que ce que je suis en train de faire maintenant, par exemple, il est déjà 1h42. Peut-être que c'est des futilités. Hein. Donc, le mot futilité, c'est très, très, très relatif. C'est très... ça diffère d'une personne à l'autre. Donc, sincèrement, je n'ai pas de réponse à votre commentaire. Je suis désolée. Alors, restons concentrés sur ce point qui dit que on est les seuls responsables de tout ce qui nous arrive. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez... est-ce que vous n'êtes pas vraiment OK avec ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà eu l'idée que, par exemple, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive? Donnez-moi des exemples, par exemple. Ah, mes abonnés sont paresseux ce soir. OK, je vais prendre en charge et les questions et les réponses. Pourquoi? Parce que je compte enregistrer la rediffusion sur YouTube. Votre contenu est intéressant, Léla. Merci, Sidi Mohamed. Alors, perdre ses parents. Il y a quelqu'un qui a dit perdre ses parents, ça peut nous échapper. Hein. On peut ne pas être responsable de ça. Ok, très bien, très bien, très bien. J'ai adoré ça. C'est-à-dire que on n'est pas capable de tout gérer, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive, on ne peut pas tout gérer, ok? On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser, oui. Vous avez parfaitement raison. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre la vie. Alors, la vie, c'est quoi en fait? La vie, c'est un petit voyage, un court voyage, qui commence par la naissance et se termine par le décès. Ça, c'est la vie. Alors, quand on est conscient que la vie est courte, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on essaye de faire les mains et les pieds pour arracher les bons moments. Okay? C'est-à-dire, on a une culture de la joie, une culture d'être un bon vivant. Okay? Et on n'a pas la culture des misérables. Donc, si on comprend très bien la vie, on comprend très bien qu'on n'a pas le droit d'être un misérable. Ok? Très bien. Et quand on n'a pas la culture des misérables, on passe de très bons moments avec notre famille, avec les membres de la famille. On perd pas notre temps à discuter des choses et à traiter des choses qui sont pas vraiment très très importantes, si vous voulez. Et on a beaucoup de souvenirs, on a beaucoup de photos, on prend beaucoup de photos. Quand on n'a pas la culture des misérables, on est capable de toucher et de déguster l'amour inconditionnel, ok, avant le décès des parents. Alors l'amour inconditionnel, c'est un élément qui prouve que vous êtes une personne normale, vous êtes une personne adorable, vous êtes une personne merveilleuse, vous êtes une personne qui connaît la vie, vous êtes une personne qui n'est pas misérable, tout simplement.
Mais malheureusement, ce qu'on voit, avant le décès des parents, malheureusement, ce qu'on voit, c'est des parents, des fois, pas toujours, mais des fois, des parents qui sont incapables d'aimer d'une façon inconditionnelle leurs enfants. Alors, pourquoi les parents? Parce que si vous êtes en train de souffrir après la perte de vos parents, ça veut dire que ce sont vos parents qui sont responsables de ça et non pas vous. Exemple, quand vous faites la psychothérapie, quand vous faites l'hypnose, quand vous faites un bon suivi par toute une équipe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la première chose, c'est essayer de se libérer de l'emprise de ses parents auxquels vous êtes vraiment attaché, même après leur décès. Il y a un attachement, ok? Il y a une forte liaison. Vous êtes scotché à vos parents. Voilà pourquoi, une fois décédé, vous êtes incapable de vivre sans. D'accord? Alors, quand on veut se libérer de cet attachement assez morbide, assez nocif, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre le mécanisme. Comment est-ce que vous vous êtes attaché à vos parents? Parce que pour pouvoir se libérer, se réveiller d'un deuil, il faut apprendre à comprendre les mécanismes d'attachement entre vous et la personne ou l'animal que vous avez perdu. Ou la chose que vous avez perdue. Parce que le deuil, c'est pas toujours lié à une histoire de décès. Hein. Le deuil, ça peut s'agir d'une perte très pénible. Ok? Alors ça, de un, ok? Donc on a parlé de l'attachement, on a parlé de l'emprise, on a parlé du fait d'être scotché à ses parents, on a parlé de l'amour inconditionnel qui peut-être n'a pas été pris en considération, si vous voulez. Et puis il y a un élément très important et dont on est vraiment responsable, c'est quoi? Par exemple, restons toujours dans l'exemple que vous avez choisi, madame. Vous avez dit la perte des parents, on n'a pas de contrôle sur ça, mais si. Pourquoi? Parce que l'éducation, l'objectif de l'éducation, le but de l'éducation, c'est quoi en fait? C'est l'autonomie. Ok? Une personne bien éduquée, c'est une personne qui est autonome. Des parents qui ont bien éduqué leurs enfants, ce sont des parents qui ont fait de leurs enfants des êtres autonomes. Alors le décès des parents, quand ils laissent des traces assez profondes, quand ils laissent des cicatrices assez irréparables, si vous voulez, il faut savoir qu'il y a un problème d'autonomie. Donc, qui est le responsable, le premier responsable de l'absence d'une autonomie saine? Ce sont les parents. Donc, ce sont les parents qui sont responsables de votre état de souffrance après leur décès parce qu'ils n'ont pas pris soin de l'enseignement et de l'apprentissage de cette autonomie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être intelligent sur le plan émotionnel? Il faut comprendre qu'il y avait une erreur durant le processus d'éducation. Et quand on découvre une erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement la corriger grâce à des gens qui sont professionnels, qui sont bien expérimentés dans ce domaine. Exemple, les psychiatres qui font de la psychothérapie. Ok? Et on va découvrir ensemble qu'est-ce qui ne va pas. Exemple, vous avez un problème d'autonomie, ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler dessus. Et vous allez remarquer des changements vraiment spectaculaires, magiques et merveilleux. Ok? Est-ce que vous êtes toujours là, madame? La dame qui a posé cette question. Alors, il y a monsieur Miloud qui a dit: la vie est un mystère, vague, incontrôlable. La vie nous réserve des imprévus quand on ne peut pas. Alors, la vie, c'est... vivre, c'est quoi, en fait? C'est conduire un vélo, ok?
c'est faire du surf. Quand je fais du surf, automatiquement, ce que je cherche, c'est garder l'équilibre. Garder l'équilibre tout en bougeant. Ok? Faire du vélo, en fait, c'est quoi? C'est garder l'équilibre tout en bougeant. Ok? La seule chose stable, c'est quoi? C'est la cinétique. C'est le changement. Le changement est la seule chose stable dans cet univers. Ok? Donc, il faut apprendre à rester toujours en équilibre tout en bougeant. C'est ça la vie en fait. C'est-à-dire que imprévu, et alors imprévu, je dois apprendre à réagir. Si vous avez remarqué, j'ai dit au début, on n'est pas là pour tout contrôler. On peut pas contrôler le destin, mais on peut apprendre à améliorer notre perception des choses, notre façon de voir les choses et surtout comment réagir face à la survenue de ces choses-là. Alors, réagir à quelque chose, c'est ça le truc en fait. Diagnosis and interpretation. Il revient de la traduction aveugle. Traduction aveugle de quoi? J'ai pas compris. Il y a un axe stable, on prend la stabilité à chaque mouvement. Ok, c'est très philosophique. Moi, je suis un peu nulle en philosophie, donc je préfère rester authentique, concrète. Je m'excuse, hein, parce que vaut mieux faire quelque chose que je maîtrise. Il vaut mieux partager quelque chose que je maîtrise avec les gens, parce que quand vous parlez d'une façon philosophique, moi, je ne maîtrise pas ça, hein. Et je n'aime pas ça, en fait. Alors, revenons maintenant à nos moutons. Il y a la dame qui n'est plus là, en fait. La dame qui a posé cette question par rapport au décès des parents. Donc, je vais jeter un coup d'œil pour savoir est-ce qu'elle est toujours là. Madame Carla qui a posé la question. Est-ce que vous êtes toujours là? Ah, très bien, donc elle est pas là. Peut-être qu'elle souffre parce qu'elle a perdu ses parents, je sais pas. Bon, je souhaite que toutes les âmes reposent en paix, hein, et je souhaite vraiment tout le bonheur à toute personne qui a perdu quelqu'un de très cher. Maintenant, on va revenir à notre grande question par rapport à je suis la seule personne responsable de tout ce qui m'arrive. Alors, on a dit qu'il faut apprendre à bouger pour garder son équilibre. On a dit que il faut apprendre à arrêter de faire de reproches. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples que je touche, hein, chez tous les, chez pas tout, mais chez la majorité des gens qui ont un problème de dépendance, d'addiction, des alcooliques, et des tabagiques, qu'il s'agisse d'adolescents ou de personnes âgées, adultes, ok? Alors, je pense que il y a une bonne partie des gens, un certain nombre, hein, un grand nombre des patients qui ont un problème de santé chronique, comme par exemple le diabète, hein. Restons, gardons le diabète comme exemple pour bien analyser les choses. Alors, les gens qui ont un problème de diabète, un problème de tabagisme chronique, un problème de dépression et un problème d'hypertension artérielle. Ok? Alors, ces gens-là, ce que j'ai remarqué moi, c'est que ces gens-là, en général, une fois à l'âge de 60 ans, si vous voulez, ils deviennent des personnes multitarées, c'est-à-dire des gens qui ont plusieurs problèmes de santé, plusieurs maladies en même temps. Et polymédicamenteux, c'est-à-dire des gens qui prennent beaucoup de médicaments, plusieurs médicaments. Alors ça, c'est hyper méchant, hein. Moi, sincèrement, en tant que médecin, j'opte pour la médecine 5 étoiles. Alors, la médecine 5 étoiles, c'est quoi en fait? C'est chercher les vraies causes des problèmes. Ok? C'est traiter d'une façon intelligente. C'est chercher les vraies causes, c'est-à-dire la naissance des problèmes de santé. Ok?
Ah, d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui répond à tous ces critères. Très bien. Alors, moi, ça me fait pas plaisir de traiter un patient multitaré qui prend plusieurs médicaments, qui a plusieurs problèmes de santé. Moi, je suis sûre que ces médicaments vont, vont avoir automatiquement, forcément, des effets secondaires. Et en même temps, on n'a pas le droit d'arrêter les médicaments. Donc ça, c'est un dilemme qui est assez intense et fort. Il a plusieurs maladies, il prend plusieurs médicaments, et les médicaments ont des effets secondaires sur sa santé. Alors ça, c'est méchant. Ok. Maintenant, le deuxième point méchant chez ces patients, c'est quand en fait, c'est il n'y a pas de bien-être. Ils n'arrivent pas à déguster la beauté de la vie. Et ça, c'est dégoûtant, hein, parce que nous tous, on est déjà passés par ces moments-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait un problème d'intelligence émotionnelle. C'est l'absence d'intelligence émotionnelle euh, qui nous prive de notre droit de vivre notre vie comme on veut et de déguster la beauté et le plaisir, hein. Vous devez savoir que la vie, c'est le plaisir. Alors, ces patients qui ont ce problème de santé, pardon, ces patients qui ont ce problème de santé chronique, qui prennent plusieurs médicaments en même temps, tous les jours, qui doivent tolérer et contrôler et gérer les effets secondaires de leurs médicaments pendant plusieurs années. Vous savez, je vais vous raconter un truc. Est-ce que vous voulez bien des exemples? Est-ce que ça vous aide à mieux comprendre lorsque je partage avec vous des exemples, c'est-à-dire des cas vrais? Qu'est-ce que j'ai posé comme question et comment on a réagi à ma question et qu'est-ce qu'on a découvert ensemble et comment la vie de la personne s'est améliorée d'une façon exponentielle. Le décès des parents nous cause des souffrances atroces, mais c'est la loi de la vie. Il faut accepter. Alors, je vais partager avec vous. La vie nous impose ses règles, on ne choisit pas son destin. Alors, Monsieur Miloud, je pense que vous avez raté la première partie de notre explication où on a parlé de l'autonomie, on a parlé de l'éducation. Je vous invite à voir la rediffusion de mon live demain, Inch'Allah, sur YouTube. Ok? Ma chaîne porte le même nom. Parce que on a bien pris notre temps pour expliquer ce que vous êtes en train d'entretenir. Ok? Très bien. Alors maintenant, je vais partager avec vous une petite astuce que j'utilise de temps à autre avec certains patients. Un jour, j'avais à faire une consultation à une dame diabétique dans un centre de santé où je travaillais euh, comme du bénévolat, si vous voulez, pour aider la ville où je vis, le système de santé dans la ville où je vis. Alors la dame était vraiment furieuse, ok? Elle était diabétique. J'ai vu dans ses yeux qu'elle était vraiment très 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 colérique, si vous voulez. Je lui ai posé une seule question. Au début, elle m'a dit, docteur, je prends ce traitement, ce traitement, ce traitement, ce médicament, ce traitement. Elle m'a montré son cahier. Donc, son diabète remonte à bien longtemps, à plusieurs années. Et j'ai vu que la dame était insatisfaite. J'ai vu que la dame ne s'améliore pas. J'ai vu que les chiffres, les doses d'insuline sont très augmentées. J'ai vu que la dame ne s'améliore pas, ne répond pas au traitement. D'accord? Alors, j'ai posé une question très simple. J'ai dit à la dame, Madame,
J'ai dit en arabe, je vais le dire en arabe et je vais le traduire en français. قلت لها madame شكون اللي طلع لك السكر. Je lui ai demandé madame, je veux bien savoir qui est la personne responsable de votre diabète. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un derrière ton diabète, votre diabète. Vous savez comment elle a répondu? Elle s'est mise à pleurer, vraiment en hurlant. Moi, j'ai regretté, hein. J'ai eu peur parce que je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? La dame va faire une crise. Vraiment, elle allait tomber dans les pommes. Elle s'est mise à pleurer, mais comme une gamine, à hurler. Et après quelques minutes, elle m'a dit, j'ai un grand problème avec mon fils. C'est à cause de mon fils que je suis devenue diabétique. Alors là, elle a commencé à raconter son histoire. J'étais trop patiente, j'étais trop vigilante. J'ai tout gardé dans ma tête. On a travaillé dessus et tout. Alors, qu'est-ce qu'elle avait comme problème? La dame a perdu son mari et elle était obligée de prendre en charge toute la famille. Donc, elle a travaillé. Vous savez, au Maroc, la femme, quand elle perd son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient un homme et une femme en même temps. Elle devient un papa et une maman en même temps. Donc, elle se dit pas, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de formation, j'ai pas de, je sais pas moi. Non, elle travaille. Et, et subhanallah, elle devient forte. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'obligation d'être forte. Alors, elle a travaillé, elle a tout fait. Et elle était obligée de faire, d'aider les femmes à faire leur grand ménage et tout. Et c'était très douloureux pour elle, c'était trop fatigant, trop lassant. Bon, l'essentiel, c'est qu'elle a tout fait pour que ses enfants puissent poursuivre leurs études et décrocher un diplôme et puis pouvoir travailler et mener une vie saine et sereine, ok? Et prospère. Mais malheureusement, la dame a consacré toute sa vie, ok? Elle a sacrifié toute sa vie pour ses enfants. Et finalement, le type, son fils, ne veut pas travailler. Il est très paresseux. Elle m'a dit, ce qui me tue, docteur, c'est qu'il se réveille à 16 heures, vers 16 heures. 16 heures. C'est-à-dire 4 heures, ok? Après-midi. L'après-midi. Alors, elle m'a dit comme ça. Exactement, elle m'a dit, docteur, j'aurais bien voulu qu'il se réveille le matin et qu'il parte, peu importe s'il trouvera ou pas un métier, une profession, un boulot. Non. Elle m'a dit, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas le voir paresseux, sédentaire, irresponsable. J'arrive pas à accepter. Alors la dame, elle sait pas qu'est-ce qu'il a son fils. Est-ce qu'elle a un problème de dépression, un syndrome dépressif? Est-ce qu'il est tabagique? Est-ce qu'il a un problème? Est-ce que c'est à cause d'elle? Parce que les mamans ne savent pas que c'est à cause d'elle que l'enfant devienne une personne irresponsable, immature. Ok? Un enfant gâté, c'est un adulte raté. C'est la maman qui est responsable de tout ce qui arrive aux enfants. Ok? Parce que c'est elle la responsable de la personnalité. Imaginez. C'est elle qui est la responsable, la première responsable de la confiance en soi, c'est la maman. Voilà pourquoi moi je pense que c'est très important, voire obligatoire, de, de bien travailler sur la confiance en soi, sur la personnalité de la maman avant le mariage. Ok? Avant le mariage. Très bien. Alors la dame, elle a compris finalement, on a tous compris, hein, on a tous compris finalement que la dame est devenue diabétique et elle a développé un diabète déséquilibré et un diabète qui ne répond pas au traitement, un diabète qui ne veut pas être équilibré, un diabète qui ne veut pas s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'elle a des freins. Donc, il y en a plusieurs et parmi ces freins, c'est un fils
paresseux, qui ne se réveille pas le matin, et ça tue, ça écœure la dame. D'accord? Donc la dame, croyez-moi, je garantis que les personnes diabétiques ne pourront jamais s'améliorer sur le plan médical sans avoir traité les problèmes et les conflits familiaux. Okay. Les conflits familiaux, c'est quelque chose à gérer et surtout à ne pas banaliser. Hein. Il ne faut pas banaliser les conflits familiaux parce que ça retentit intensément sur la qualité de sommeil, sur beaucoup de choses. Par exemple, quand on a un problème de peur, d'anxiété, la peur, ça retentit sur le fonctionnement du foie. C'est-à-dire, plus tu as peur, plus le foie ne fonctionne pas correctement. Et quand je dis le foie, c'est-à-dire, je parle de la plus grande usine de métabolisme de plusieurs molécules, plusieurs trucs, ok? Le foie, c'est l'immunité. Le foie, c'est les anticorps. Le foie, c'est le métabolisme. Le foie, c'est l'épuration. Le foie, c'est l'immunité. Ok? Donc, si on a peur de quelque chose pendant longtemps et d'une façon répétitive et d'une façon très profonde et d'une façon anormale, ça veut dire que notre foie ne va pas pouvoir fonctionner correctement. Et ça, c'est hyper méchant. Ok? Donc, imaginons, juste la peur fait souffrir notre foie. Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir peur. Alors, je vais me permettre de donner un exemple des musulmans, avec tout mes respects à toutes les croyances. Ok? Chez les musulmans et également en judaïsme, et voilà, on n'a pas le droit d'avoir peur tant que le Dieu existe. Et le Dieu est toujours là. Ok? Il est toujours là à nos côtés. Donc, la religion, si on la comprend, si on essaie d'être un bon pratiquant, ou au moins un bon croyant, je pense qu'on va plus avoir peur. Et le fait de ne plus avoir peur, c'est protéger notre foi de tout type d'agression. Parce que ça, la peur, c'est une agression pour notre foi. Ok? Cessez de lancer des braises aux gens, je crois que tu ignores ce que veut dire. Ah, d'accord. Vous avez répondu à la méchanceté de la dame. Merci. Je l'ai bloqué parce que euh, le live de ce soir est un live de très haute qualité et il sera. Bon, c'est pas donné à tout le monde de comprendre. Je parle pas de la langue, hein, parce qu'il y a des gens qui maîtrisent la langue française vraiment classique, meilleur que moi et mieux que moi, mais ils sont incapables de comprendre la profondeur de ce que je suis en train de partager. Oui, docteur, merci, c'est 10 minutes. Alors, on va parler de l'intelligence émotionnelle quand il s'agit d'un problème de maladie chronique type diabète type 2. Diabète non insulino dépendant. Alors, vous avez un diabète. Vous avez une hémoglobine glyquée qui est toujours coincée, c'est-à-dire une hémoglobine glyquée qui est toujours coincée à plus de 8. Ok? Vous prenez des médicaments, un traitement oral, un traitement injectable type insuline, vous faites un bon régime alimentaire, et ça c'est vrai, hein, il y a des cas, il y a des gens qui respectent à la lettre le régime alimentaire, toutes les recommandations de leur diététicien nutritionniste, ils font du sport, ils font tout, ok? Ils mènent une vie plus ou moins, une hygiène de vie plus ou moins saine, mais ils sont incapables de normaliser ou de stabiliser leur hémoglobine glyquée. Alors ça, c'est grave. Donc, quand on pose cette question à la dame, on lui dit, Madame, qu'est-ce que vous avez comme problème? Elle répond, je n'ai aucun problème.
Alors ça, c'est très difficile. Des fois, les patients vraiment rendent la tâche très inévidente. Pourquoi je pose la question à la dame, elle me dit, j'ai pas de problème, docteur. Je n'ai pas de problème. Tout va bien. Chez moi, dans ma vie, tout va bien. Alors là, on a affaire à des gens qui sont fatigués. Les gens fatigués, à un certain moment, ils commencent à croire et à se faire croire et à faire croire aux gens que tout va bien. Ils ne sont pas en train de mentir, mais ils se sont habitués à un mode de vie. D'accord? Et ils ont un problème peut-être de confiance en soi et confiance en soi. Dans quel sens? C'est-à-dire que quand je perds la confiance en moi, je me dis, jamais la vie ne va me sourire. Jamais les choses vont changer. Je me contente d'admettre sans essayer de changer. Et ça, c'est un peu pénible. Parce que le fait d'admettre, oui, c'est bien d'admettre, mais admettre au moins, je dis toujours admettre au moins 1 minute, 10 minutes, une journée, ok, 1 heure, 3 secondes. Je dois admettre ce qui se passe, mais je ne dois pas rester coincé, les mains croisées, les bras croisés, ok? Alors ces gens qui ont cette mentalité d'admettre, et le pire c'est que ces gens-là, ils croient que vraiment ça va résoudre le problème. Non, admettre ne résout pas le problème. Il faut digérer les traumatismes antérieurs. Il faut travailler sur sa confiance en soi, son image de soi et son estime de soi pour pouvoir aller vers l'avant. Il faut pardonner les gens très importants dans notre vie qui nous ont touchés, type parents. Mais pardonner, il faut digérer pour pardonner. Parce que si tu pardonnes tes parents aujourd'hui, après le premier conflit ou désaccord ou accrochage, vraiment tu vas remarquer que tu n'as jamais oublié, tu n'as jamais pardonné et tu vas recommencer ton discours et ton script de reproches, de critiques. Ok? Alors ça, c'est méchant. Donc, il ne faut pas essayer de paraître intelligent sur le plan émotionnel tant que tu n'es pas encore arrivé à ce stade de maturité émotionnelle. Je suis pas mature, je suis pas encore mature sur le plan émotionnel. Je fais pas semblant que je le suis. D'accord? Je pense que c'est très simple. Il faut pas montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Il faut pas essayer de séduire les gens. Il n'y a personne dans ce monde qui a besoin de toi, qui a besoin d'être séduit par des choses qui sont pas vraies. Ok? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Donc, pour traiter une femme diabétique, il faut absolument travailler et traiter son système de croyance et sa façon de voir les choses et tous ses problèmes familiaux. C'est-à-dire que chez les diabétiques, chez les hypertendus, il faut résoudre les problèmes et les conflits familiaux. Sinon, il n'y aura pas d'amélioration. Alors, je suis un peu fatiguée. J'ai eu tout le plaisir à discuter avec mes chers abonnés l'intelligence émotionnelle pour vous montrer combien c'est important d'apprendre quelque chose à travers le vécu, à travers les expériences, à travers les aventures. Combien c'est important de comprendre que être intelligent sur le plan émotionnel, c'est d'abord prendre soin de sa santé, ok, et s'offrir une deuxième chance pour guérir rapidement, aisément et tranquillement. Voilà, donc je vais essayer d'enregistrer la rediffusion de cet épisode sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, Dr Asma Amdouni. Je vous prie de bien vouloir faire très attention et ne pas répondre à n'importe quelle demande d'ajout ou demande de message sur les réseaux sociaux de ma part, parce que c'est pas moi, ce ne sont que les faux comptes qui communiquent avec les gens. Très bien, donc je vous souhaite une excellente soirée.